Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dernièrement, on a fait pas mal de tests côté processeur, et bien aujourd'hui on va retourner du côté des GPU avec, vous l'avez vu dans le titre, la Radeon Fury. Allons-y, c'est parti. La Radeon Fury, alors c'est un GPU assez particulier, puisqu'au final il a eu une durée de vie plutôt courte. On est au mois de juillet 2015 quand c'est sorti, et à l'époque on avait déjà toute la gamme de chez Nvidia qui était déjà sortie en face. Donc on avait déjà la 980 Ti qui était sortie, les 980, les 970, enfin bref, la génération Maxwell de chez Nvidia était bien présente et elle était aussi très appréciée, très performante dans l'ensemble, avec une consommation plutôt maîtrisée. Et du côté de chez AMD, eh bien ça faisait un moment qu'on était en train de recycler la Radeon 9 290X. On avait eu un refresh avec les 390, qui était plus ou moins juste une légère évolution de l'ancienne carte. Et on était aussi particulièrement coincé sur le 28 nanomètres de chez TSMC à l'époque. Que ce soit du côté d'Nvidia ou d'AMD, il fallait faire avec. Et pour AMD, il y a eu certains choix qui ont été faits pour cette Radeon Fury, qui ont plus ou moins scellé son destin d'une façon plutôt triste en fait, puisqu'il y avait des technologies très avant-gardistes dedans, et aussi par certains côtés, vu qu'ils ont cherché à faire une puce très très grosse, il y avait certaines concessions qui ont été faites, et c'était pas forcément toujours les meilleures. Et en plus de ça, on était sur une architecture qui était plus ou moins vieillissante, c'était toujours en GCN, le GCN 3.0, une dernière évolution ensuite avec Vega, mais dans l'ensemble, c'était déjà un petit peu le début de la fin pour GCN. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail complet des specs de la puce, c'est pas spécialement intéressant. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est que la grosse nouveauté de la Radeon Fury, c'était sa technologie de RAM, puisque c'était pas de la GDDR, comme il était commun à l'époque déjà, on était sur la GDDR5, cette Radeon Fury, elle, était basée sur la HBM. Et sans trop rentrer dans les détails, la HBM, ça permet principalement d'avoir une bande passante assez énorme par rapport à ce qu'on peut faire avec la GDDR5 classique. Et au niveau de la disposition des puces de HBM sur le GPU, c'est assez différent ici encore une fois de la GDDR5 classique, puisque la GDDR5, comme la GDDR6 et toutes les autres que l'on connaît toujours à l'heure actuelle, c'est disposé autour de la puce, mais à une certaine distance. La HBM, elle doit être plus ou moins collée au die, donc à la puce elle-même du GPU, avec ce qu'on appelle un interposeur qui permet de faire le lien entre les deux, ce qui permet d'avoir justement des vitesses de transfert beaucoup plus rapides et une bande passante assez énorme. Et un des autres gros problèmes de la HBM, c'est tout simplement son tarif. C'est de la RAM qui coûte très cher, et en plus de ça, à l'époque, au niveau des limitations technologiques, en gros, pour la Radeon Fury, AMD était plus ou moins obligé de se limiter à 4 Go de RAM pour des histoires de coûts et pour une histoire pratique aussi. Ce qui fait qu'on était dans une situation assez étrange où la carte la plus puissante du catalogue d'AMD, la R9 Fury X, était proposée avec moitié moins de RAM que la R9 390X qui coûtait beaucoup moins cher. Et aussi par rapport à l'offre d'Nvidia en face, la 980 Ti, elle avait 6 Go de RAM. Bref, cette HBM, ça permettait d'avoir un bus mémoire absolument gigantesque, puisqu'on avait un bus mémoire 4096 bits, là où la 390X avait un bus mémoire 512 bits, ce qui était déjà énorme. D'ailleurs, on n'en fait plus des cartes avec des bus mémoire 512 bits. Chez Nvidia, pour la 980 Ti, on était avec un bus mémoire 384 bits, donc c'était un avantage certain au niveau de la bande passante pour l'époque, et pour quelques années, c'était celle qui proposait tout simplement la RAM la plus rapide. Après, est-ce que ça permet d'avoir les meilleures performances ? On va voir que non. Et c'est un petit peu là le problème de cette puce Fiji, malgré sa taille absolument gigantesque, malgré son nombre de transistors même supérieur à la 980 Ti, son architecture elle-même à l'intérieur, les compromis qui ont été faits en gros, ne permettait pas tout simplement de faire mieux en gaming que la puce d'Nvidia, ce qui fait qu'à l'époque, au moment de la sortie, au moment des tests, elle n'arrivait pas au même niveau de performance, puisque dans les grandes lignes, la Radeon Fury X arrivait plus ou moins au même niveau que la GTX 980, ce qui laissait une avance confortable pour Nvidia avec sa 980 Ti qui était quand même un bon cran au-dessus. Et autre gros problème pour cette Radeon Fury, vous devez bien vous en douter, quand on fait une puce aussi énorme qui cherche à pousser les limites d'un process de fabrication sur lequel on est plus ou moins coincé, ça crée la plupart du temps des GPU qui consomment énormément. La Radeon Fury n'échappait pas à la règle, puisqu'à l'époque c'était considéré comme
une consommation absolument énorme. La Radeon Fury consommait 275 watts, ce qui fait un petit peu sourire à l'heure actuelle quand on voit les consommations de certains GPU, mais à l'époque, la Radeon Fury était du coup sortie avec un water cooling intégré, car maintenant on fait juste des ventirades absolument gigantesques et énormes. Et bien à l'époque, AMD avait considéré que c'était plus opportun de sortir avec un water cooling intégré. Mais comme je l'ai dit juste avant, le gros problème avec cette consommation assez excessive quand même, eh bien c'est qu'en face, chez Nvidia, on avait la 980 Ti qui, elle, ne consommait que 250 watts, et comme on l'a déjà dit, elle était plus performante. Et surtout, la carte qui tombait en face, du coup, de cette Radeon Fury, eh bien c'était la 1080, qui offrait des performances relativement proches, et qui, elle, ne consommait qu'environ 165-170 watts. Donc, sortir une carte après qui consommait 100 watts de plus, qui offrait des performances similaires, même à un tarif proche, bon, ça le faisait pas trop. Par contre, on a aussi eu un modèle qui était plus intéressant et plus atypique à l'époque que la Fury X ou la Fury normale, et bien c'était la Radeon R9 Fury Nano, qui était vraiment une toute petite carte, créée en gros pour les builds en ITX, puisque le PCB, quand on utilise de la HBM, est beaucoup plus compact, ce qui permettait de fabriquer une carte single slot avec un seul ventilateur, pour les petits builds, et cette carte était quasiment aussi performante que la R9 Fury classique. En gros, il n'y avait pas énormément de différence au niveau des performances. Par contre, elle consommait beaucoup moins, puisque la limite de consommation avait été fixée à 175 watts ici. Et c'est là encore une fois qu'on voit bien qu'AMD avait cherché vraiment à envoyer le plus de jus possible pour avoir les meilleures performances avec sa puce la plus haut de gamme, mais c'était poussé peut-être un petit peu trop loin, puisque quand on baissait un petit peu la consommation, et bien au final les performances étaient assez proches et on avait une carte beaucoup plus intéressante au final. Donc est-ce qu'il était vraiment super intéressant de sortir une carte avec une débauche de watts quand on pouvait faire quasiment aussi bien en perdant juste quelques pourcents de performance? Bon, je pense que c'est une situation qu'on risque de revivre dans pas trop longtemps avec la nouvelle génération de GPU, donc du coup c'est intéressant de voir que ce type de truc s'est déjà arrivé aussi par le passé. Donc dans l'ensemble, le match AMD-Nvidia de l'époque était clairement à l'avantage d'Nvidia. Par contre, il y avait aussi un autre concurrent à cette Radeon Fury à l'époque, et ça venait en fait de chez AMD lui-même, c'était la R9 390X, voire même la R9 290X, qui n'était pas vraiment très loin derrière. Et au niveau tarifaire, elle coûtait beaucoup moins cher. Donc si on met tout ça ensemble, quelque part, on comprend pourquoi la durée de vie de cette R9 Fury n'a pas été très longue, et au final, AMD n'en a pas fabriqué énormément. Et ça se comprend, dans l'ensemble, j'ai quand même envie de dire que c'était plus ou moins un échec, cette génération. C'est pas pour autant que la carte est inutilisable ou qu'elle n'était pas intéressante par certains côtés, mais très clairement, au niveau du timing de sortie, au niveau de ce qu'AMD proposait déjà et au niveau de ce qu'NVIDIA proposait lui aussi, au final, elle était dans une situation un peu délicate. Malgré tout, ça reste intéressant de voir ce qu'elle peut encore donner aujourd'hui au niveau de ses performances. Est-ce que cette bande passante incroyable à l'époque peut permettre à cette Radeon Fury de encore s'en sortir de façon correcte dans les jeux actuels? Et ça va être aussi intéressant de comparer la Radeon Fury à la 6500 XT, puisqu'au final ce sont deux cartes plutôt bancales, mais pas de la même façon. D'un côté, on a la Radeon Fury qui a un bus mémoire absolument énorme, 4096 bits pour rappel, là où la 6500 XT on a un bus mémoire 64 bits. Par contre, au niveau de la puissance brute théorique en teraflop, normalement, la Radeon Fury est légèrement devant. Par contre, on sait aussi que RDNA 2 est une architecture bien plus optimisée du côté du gaming, et que à teraflop égal, c'est pas vraiment comparable. Alors la carte que j'ai utilisée pour faire mon test aujourd'hui, c'est la carte de chez Sapphire, la Sapphire 3X, donc c'est la R9 Fury, et non pas la Fury X, donc il y a quelques unités de désactivées. Mais dans l'ensemble, déjà à l'époque, il y avait que environ 5% de différence avec la Fury X. Et par contre, c'est une très grosse carte, vraiment. Très bien construite, par contre, il faut le dire. Donc on voit quand même que cette carte de chez Sapphire était très clairement conçue pour dissiper beaucoup de puissance, puisque 275 watts de consommation, c'est pas rien.
on voit que du coup, chez Sapphire, ils ont fait ça plutôt proprement. Et au niveau des nuisances sonores, alors certes, c'est pas la carte la plus discrète du monde. Alors j'ai fait un repaste de la carte, il n'y a pas de pad thermique au niveau de la mémoire sur cette carte-là, bien évidemment. Mais dans l'ensemble, au niveau du refroidissement, il n'y a pas grand-chose à redire, ça fait le taf, on tourne aux alentours des 70-75 degrés, ce qui est relativement classique et correct, 75 degrés pour un GPU, il n'y a rien qui va mal. La config de test, c'est la même que d'habitude, elle sera détaillée dans la description de la vidéo, je m'attarde pas là-dessus. Par contre, malgré le fait que ce soit une carte qui ait moins de 10 ans, eh bien les drivers ne sont plus vraiment mis à jour du côté de chez AMD. Alors on a eu une dernière mise à jour il y a quelques semaines, c'est les drivers que j'ai utilisés pour faire le test, mais on a aussi à côté de ça des drivers non officiels, les drivers Nimez, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. On verra les gains à attendre avec les différents drivers. Pour ce type de carte, comme à chaque fois, on va s'arrêter au 1080p, au-dessus ça sert pas à grand chose. On aura du 1080p détail médium et du 1080p détail élevé. On aura un recap à la fin. Je vais pas commenter tous les jeux, je vais laisser les slides passer. Allez voir les jeux qui vous intéressent le plus, on va parler des cas particuliers après. Mais vu le nombre de slides, comme je le dis à chaque fois, je peux pas faire un commentaire sur chaque. La vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Bref, on se retrouve après pour le récap, je vous laisse avec les slides, à tout de suite. Alors, si on regarde le récap dans l'ensemble, eh bien ce qu'on note, c'est que la Radeon Fury en 1080p, à l'heure actuelle, elle peut encore faire le taf. La plupart du temps, ça reste relativement jouable, ça passe. Alors, il faut faire des concessions, oui,
mais ça reste jouable la plupart du temps. Et ce qu'on note aussi, eh bien, c'est qu'il y a des jeux où elle est vraiment très à l'aise, elle s'en sort vraiment plutôt pas mal. Et ce qu'on note aussi, ben, si on la compare à la 6500 XT, eh bien, il y a des jeux où elle va être légèrement devant, et la majorité des jeux où elle est un petit cran derrière, ce qui fait que, ben, au récap, elle est 13% en dessous de la 6500 XT en PCI Express 4.0. Par contre, elle fait plus ou moins jeu égal avec la 6500 XT en bus PCI Express 3.0. Et ce qui est plutôt intéressant de noter par rapport à la 6500 XT, eh bien, c'est qu'il y a des jeux où très clairement, la Radeon Fury est plutôt à l'aise. Si on prend l'exemple de Call of Duty Warzone, elle est très clairement un cran au-dessus de la 6500 XT, mais c'est pas du tout le cas de tous les jeux. On a aussi des jeux comme Forza Horizon 5, où là, la Radeon Fury est très clairement à la peine par rapport aux autres cartes. Sur un jeu comme Cyberpunk 2077, eh bien on avait déjà vu que la R9 290 s'en sortait au final plutôt pas mal vu son âge. Eh bien on voit qu'avec la Radeon Fury c'est plus ou moins pareil, elle est plus à l'aise en détail élevé que la 6500 XT sur ce jeu là. Et ce qu'on note aussi très clairement, eh bien c'est que autant sur les jeux DirectX 11, la Radeon Fury s'en sort encore plutôt pas mal et fait plus ou moins jeu égal avec la 6500 XT, par contre on voit que c'est clairement sur les jeux DX12 où la Radeon Fury a beaucoup plus de mal, et je dirais c'est plutôt logique, c'est une vieille architecture qui était prévue pour DX11, on voit que dès que ce sont des jeux plus récents qui tirent mieux parti des nouvelles technologies offertes par DirectX 12, eh bien ça devient beaucoup plus compliqué, et dans ces jeux-là, oui, la 6500 XT, elle fait mieux. Après, on n'oublie pas non plus que la 6500 XT, par exemple sur Forza Horizon 4 et 5, on a le Smart Access Memory qui aide aussi beaucoup la 6500 XT sur ce jeu-là. La Radeon Fury n'a pas accès à cette technologie, ce qui la pénalise très certainement un petit peu plus que la 6500 XT sur ces jeux-là. En ce qui concerne les drivers, alors je ne sais pas si les nouveaux drivers officiels apportent des performances en plus par rapport aux drivers qu'on avait eu l'an dernier, donc c'était les derniers en date avant, des drivers qui dataient d'il y a plus d'un an. Les drivers Nimez, eh bien on voit que sur certains jeux, le gain reste quand même assez appréciable, donc ça dépend vraiment au jeu auquel vous jouez. Je dirais que si vous faites du Battlefield 5 ou du 2042, installer les drivers Nimez, ça peut être très intéressant, puisqu'on a vraiment un joli gain de performance sur ces jeux-là, sur Halo Infinite également. Par contre, sur la grosse majorité des jeux, ça ne change quasiment rien, et sur certains titres, on a même des moins bonnes performances. Donc j'ai quand même envie de dire, en dehors de si vous jouez vraiment à ces jeux-là, ça vaut pas vraiment le coup de se prendre la tête à installer des drivers non officiels, autant passer par les drivers de chez AMD. On voit que dans les trois quarts des jeux, il n'y a quasiment aucune différence. Donc encore une fois, c'est un petit peu dommage qu'AMD ait plus ou moins abandonné les drivers pour ce type de carte, puisque très clairement, les 290, 390X, les Radeon Fury, c'est encore exploitable, et c'est un petit peu dommage quand en face, par exemple, la Nvidia, qui est souvent critiquée pour les mises à jour de ses drivers pour les anciens GPU, comme quoi on gagne plus de performance et tout ça, et bien force est de constater qu'à l'heure actuelle, Nvidia met toujours à jour les drivers pour les GTX 900, qui datent de la même époque que les Radeon Fury ou les R9 390 ou 290X, donc c'est un petit peu dommage. Donc dans l'ensemble, cette Radeon Fury, elle n'a pas si mal vieilli que ça. Certes, il y a des jeux où elle est un petit peu plus à la peine que sur d'autres. Par contre, on voit que par rapport à la 6500 XT, eh bien on voit aussi que sa bande passante très large, il y a certains jeux où très clairement ça a l'avantage, principalement avec les détails en élevé. Et ce petit test, ça a permis aussi de voir qu'au niveau architecture, au niveau performance par watt, eh bien AMD a quand même pas mal évolué depuis cette époque-là. L'époque Fury 390, ou voire même Vega, ou même les RX 480, c'était pas spécialement des cartes qui étaient réputées pour leur efficacité énergétique. Par contre, au niveau du performance-prix, la plupart du temps, c'était plutôt pas mal. Donc pour conclure, cette Radeon Fury, moi je la trouve intéressante tout particulièrement parce qu'elle est assez atypique en fait, et j'aime bien le matériel assez atypique. Alors certes, ça n'a jamais été un foudre de guerre au niveau des performances, même si c'était pas non plus absolument immonde, c'était juste vraiment pas la meilleure de l'époque. Par contre, si vous l'aviez acheté, force est de constater que là, même encore maintenant, en 1080p, ça reste potable. Bref, j'espère que ce test rétro, mais pas trop, vous aura intéressé. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne, ça aide concrètement. On se retrouve aussi très rapidement pour d'autres tests et pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, à la prochaine, salut!